Salut à tous, je m'appelle Roland Delorme, Anodou BO210, je suis président du groupe territorial Canada. Pour mon parcours au Québec, j'ai fait une maîtrise en génie mécanique à Polytechnique. Si vous êtes présent aujourd'hui à ce YouTube Live, c'est que vous êtes intéressé, comme moi je l'étais, pour les parcours au Québec. Je remercie Baptiste pour l'organisation de cet événement. Baptiste est en charge de la relation entre les élèves et l'école. Le groupe Canada, c'est environ 300 GAD sur le territoire, majoritairement au Québec. Il y a 40% d'étudiants et chaque année, 60 nouveaux arrivent pour les parcours. Si vous avez la chance d'être sélectionné parmi ceux-là, on vous accueillera fin août pour notre traditionnel barbecue. Et puis vous pourrez vivre de nombreux événements comme le Fins de fin d'année, le chalet d'hiver, le rallye des caves et plein d'autres. Le groupe est jeune, il est dynamique, on compte sur vous pour vous impliquer dès votre arrivée. On sera là pour vous épauler. Pour ce qui est des parcours et de leur diversité, je vais laisser la parole à Baptiste et aux autres présentateurs. En attendant, merci de votre participation et j'ai hâte de vous voir dès fin août. Alors, salut à tous. Bon, j'espère que vous nous entendez cette fois-ci. Je suis Baptiste Gauthier, donc celui qui vous a spammé ces derniers jours et qui a organisé cette conférence. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les intervenants qui sont avec nous. Marie Girardier ici, Félix Dupuis, Johan Tonneau et Johan Le Tartès, ainsi que Jérôme Joly, donc à Québec, Sherbrooke et Lévis. Donc, on aura l'occasion de les présenter plus en détail ensuite. Je souhaiterais aussi vous remercier vous pour avoir répondu présent à ce rendez-vous. Donc, à savoir que c'est la première fois qu'on organise ce type de conférence. Donc, n'hésitez pas à réagir là-dessus et nous dire si ça vous plaît et si ça répond à vos questions. Donc, comment va se dérouler la présentation? Dans un premier temps, je vais vous parler un peu du Québec et du Canada en général, des parcours, comment ça se passe et de la scolarité ici. Et également, ensuite, on présentera chaque école, chaque parcours qui est proposé par l'ENSAM. Et enfin, il y aura une foire aux questions, donc vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, on a déjà récolté certaines questions, mais si vous souhaitez en poser davantage, n'hésitez pas à en poser sur le chat ici. Et si vous n'avez pas de compte Google pour en poser sur le chat, directement via le lien que j'ai mis tout en haut de ce chat. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec une petite présentation sur le Québec. Alors, c'est dit là-bas. Donc, déjà, pour commencer, concernant le Québec, il faut savoir que c'est une province du Canada, donc le Canada qui est au nord des États-Unis. Le Canada compte 10 provinces différentes et 2 territoires. Donc, les 4 provinces les plus grosses sont l'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l'Alberta. Donc, le Québec est situé à l'extrême ouest du Canada. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de géographie, mais pour continuer un peu, le Québec, c'est 8,3 millions d'habitants, soit 25% du Canada. Donc, une bonne grosse partie, 1,7 million de kilomètres carrés. Donc, pour vous donner une idée, c'est à peu près 2,5 fois la France. Une province qui est francophone et anglophone, donc comme tout le reste du pays, mais il faut savoir que la langue officielle du Québec est le français. La première langue officielle du Québec est le français, contrairement au reste du Canada où l'anglais domine. Aussi de nombreux accords avec la France, notamment pour la santé. Donc, par exemple, on a la possibilité de disposer d'un régime de sécurité sociale comme en France, gratuitement. Également, il y a des accords entre les écoles françaises, entre le Québec et la France au niveau des frais de scolarité. Donc, on en parlera aussi un peu après. Donc, voilà, il y a beaucoup d'avantages au niveau du Québec. Donc, on va poursuivre là-dessus et sur le système scolaire québécois. Donc, concernant le système scolaire québécois, je vais vous le présenter rapidement. Donc, en fait, pour le situer par rapport au système français, donc le parcours classique du GATS que vous avez en haut à droite, c'est-à-dire 2 ans de classe prépa et 3 ans aux arts et métiers. Et bien là, on va faire donc 2 ans de classe prépa, 2 ans aux arts et métiers, puis 1 an et demi à 2 ans au Canada.
dans le cadre d'une maîtrise, généralement. Donc, je fais une aparté là sur les semestres qui concernent uniquement un seul semestre au Québec. Donc, on pourra en reparler si vous voulez, mais plus particulièrement concernant les maîtrises, qui est la spécificité et là où il y a plus de GADS. Ça vient donc 2 ans après le cursus aux arts. Et par rapport aux Québécois, il faut savoir que quand on arrive ici, on a le niveau baccalauréat en génie. Donc le baccalauréat ici, ça n'a rien à voir avec ce qui est en France. C'est le premier diplôme d'ingénieur en fait. C'est-à-dire qu'un baccalauréat, on est ingénieur au Québec. Donc vous pouvez voir un peu la comparaison avec le cursus québécois sur le dernier graphique en bas. Et ce qui est aussi avantageux pour nous, c'est qu'on arrive ici avec l'équivalent d'un baccalauréat québécois et qu'on a seulement 22 ou 23 ans, contrairement aux Québécois qui ont minimum 24 ans quand ils sortent de leur baccalauréat. Donc, si vous voulez, au niveau québécois, il y a le baccalauréat qui est un diplôme d'ingénieur, ensuite la maîtrise ou master, et enfin le doctorat. Donc, voilà comment on vient s'insérer dans ce cursus québécois, donc entre le baccalauréat et le doctorat en faisant une maîtrise. Et donc, à la suite de cette maîtrise, vous aurez le diplôme des arts et métiers et le diplôme québécois, la maîtrise, je veux dire, québécoise. Donc, on va poursuivre tout de suite avec la présentation des écoles, à savoir que donc il y a actuellement 5 partenaires des arts au Québec, donc essentiellement au Québec, enfin surtout au Québec en fait. Donc, les écoles sont réparties sur différentes localités. Donc, l'UQAR, qui est à la fois à Rimouski au nord et à Lévis à côté de Québec. L'Université de Laval, qui est à Québec. L'Université polytechnique et l'ETS, qui sont toutes les deux à Montréal. Et enfin, l'Université de Sherbrooke, donc, qui est à côté de Montréal, pas très loin, et qui va être la première à être présentée par Johan Letartes, donc à qui je vais très vite céder la parole. Alors, si je peux lui remettre le son, ça serait bien. Donc, Johan Letartes, donc BO213, qui a fait une maîtrise recherche en génie civil à Sherbrooke, et que... Si on peut l'entendre. Johan, si tu peux partir et revenir, s'il te plaît. Non, mais sinon, je ok, c'est bon, c'est parfait. Non, c'est bon. Ok. Attends, mais du coup, il n'y a plus juste. C'est bon? Ouais. Ok, et ben vas-y. Bonjour à tous, merci à Baptiste pour l'introduction. Donc moi, je vais vous présenter l'université de Sherbrooke, qui est vraiment située à Sherbrooke, donc à 2 heures à l'est de Montréal. Parce que bon, le petit Baptiste a un peu de problème avec l'est et l'ouest, mais c'est pas grave. Et donc l'université de Sherbrooke, ce qui est pas mal, donc c'est avant tout c'est une université un peu à l'américaine, donc il y a tous les domaines, seulement le génie. Donc, mais c'est surtout depuis les arts, c'est surtout génie civil et génie mécanique. Il n'y a pas de génie industriel ou quoi que ce soit. Donc c'est une université, donc tout est vraiment centralisé au même endroit. Et c'est un cadre vraiment assez sympa. À savoir que donc après pour les maîtrises, donc nous on arrive en maîtrise, et donc il y a maîtrise recherche ou maîtrise cours. À savoir que la maîtrise cours, en fait, donc il faut valider 10 cours et un essai, donc avec un stage un peu professionnel. Alors que la maîtrise recherche, donc c'est juste 5 cours à valider. Et derrière, il y a un grand projet de recherche à faire qui est généralement financé, mais pas obligatoirement. Voilà pour la petite présentation des maîtrises. À savoir que bon, génie civil, génie mécanique, c'est encore des domaines assez larges. Et ici, on peut encore se spécialiser un peu plus. En génie civil, on peut partir plus en matériaux, en structure. Ou en génie mécanique, on peut partir aussi bien de l'usinage jusqu'à la microélectronique. Donc c'est vraiment quand même assez large, mais on se spécialise quand même un petit peu en arrivant ici.
À savoir que pour le génie civil, vous allez dire, bon, bah, aux arts, on n'a pas du tout de formation, mais il faut vraiment pas avoir peur là-dessus. Ici, ils commencent à avoir l'habitude, on en voit quand même 3 élèves par an, c'est pas grand-chose, mais ils commencent à avoir l'habitude. Et donc là-dessus, ça se fait assez facilement, la transition vers le génie civil. Et donc pour la ville de Sherbrooke, sinon en général, c'est une ville assez sympa. Elle est un peu petite, genre 200 000 habitants, mais il faut savoir que c'est à majorité étudiante. Donc l'université, il y a 20 000 étudiants, mais à côté, en fait, à temps complet. À côté, il y en a quand même pas mal à temps partiel, et au final, ça fait quand même 40 000 étudiants. Pour une ville de 200 000, je vous dis, la ville, ça bouge vraiment pas mal. Surtout la semaine, on va dire. Et donc après, la ville est assez bien située. C'est sympa pour aller au ski aussi. Parce on est à 1 heure d'une grande station de ski aux US. Et le pass à l'année est pas mal et assez facile, assez abordable, on va dire, pour les stations dans le coin. On n'est pas si loin non plus des villes américaines, de Boston. On est à 4 heures de Boston, en gros. Et en voiture, ça se fait vraiment facilement. Et des choses comme ça. Bon, bah, moi, je pense que je vais laisser la parole donc, à l'université suivante. Je ne sais pas qui c'est, Baptiste, je te laisse faire la transition. Tu avais évoqué les frais universitaires et le… Ah oui, pour les frais universitaires, il faut faire attention ici. C'est vrai que certaines universités au Canada sont payées avec les arts, en fait, alors que nous, on doit payer les frais universitaires aux arts et quand même payer les frais universitaires ici. Au début de l'année, pendant 1 an, ça revient à 1 500 $, donc on va dire 1 000 € par session. Donc il y a 3 sessions dans l'année. Et après, mais il faut savoir que si vous faites la maîtrise recherche, généralement, vous êtes payé plus que ça dans l'année, donc c'est faisable, quoi. Ok, et merci Johan pour ton témoignage. Alors, on va passer tout de suite à Poly, donc Polytechnique Montréal, avec Marie Girardier et Félix Dupuis, donc qui vont parler de Poly. Je pense. Oui, vas-y. Donc, on peut parler là. Vas-y. Ok, donc bonjour à tous. Donc, on est deux aujourd'hui pour vous parler de Polytechnique. Donc, à Montréal, il y a 2 écoles, donc Polytechnique et l'ETS qui va être présenté après. Donc là, on est tous les deux. Moi, je suis en maîtrise recherche en génie mécanique et Marie en maîtrise cours en génie industriel. Donc, on va essayer de répondre un peu à vos attentes avec ces diapos. Alors, voilà, c'est ça. Donc, au niveau des départements, donc aux arts et métiers, nous, on a un cursus dit d'ingénieur généraliste. En fait, ici au Canada, il faut se spécialiser. Donc, chaque étudiant choisit un département. Donc, en venant des arts, on a 3 choix possibles, soit le génie mécanique, soit le génie industriel, soit le génie civil. Mais alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut aussi changer avec un autre département qui n'est pas proposé par les arts, mais qui est proposé par Polytechnique. Donc là, vous avez la liste à droite. Et donc voilà, si vous voulez vous spécialiser dans quelque chose d'autre que génie méca, industriel ou civil, c'est possible, à condition que les arts et métiers acceptent. Donc faut batailler un peu, mais normalement, ça peut le faire. Après, par exemple, quand on est en génie mécanique, on peut prendre quand même quelques cours qui sont, par exemple, en génie électrique, parce que ça correspond à votre projet personnel et que, par exemple, si vous faites une maîtrise recherche et que dans votre maîtrise recherche, il y a les deux côtés qui rentrent en jeu, ils vont accepter et à Poly et aux arts, il n'y a pas de raison. Voilà, donc ça, c'est beaucoup de précision, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez ouvert, contrairement aux arts où tous nos cours sont choisis à l'avance et on n'a rien à décider. Ici, au Canada, c'est quand même beaucoup plus ouvert et si vous avez des bons arguments, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Okay. On va ensuite sur le… Ouais.
Donc, donc ce qu'on disait, c'est que justement, le choix des cours, c'est pas par rapport au cursus où on est, c'est vraiment un choix personnel. C'est par session, donc, et au dernier moment, jusqu'au dernier moment, on peut toujours changer de choix et d'idées. Au niveau du travail, on en a pas mal parlé, on pense que c'est un peu l'inverse en France, c'est-à-dire qu'en France, on a énormément de cours en classe et moins de travail perso, puisqu'il y a pas mal de TD en cours, il y a pas mal de TP, de projets qui sont finalement faits en cours, alors qu'ici, il n'y a que 3 heures de cours 3 heures de cours en classe par cours par semaine, donc c'est vraiment très peu. Et à côté de ça, le travail perso, il conseille d'en faire, on va dire 6 heures par semaine, si on veut suivre leurs conseils. Donc, là, je vais juste parler un peu des spécificités des étudiants québécois par rapport à nous. Donc, quand on arrive, nous, étudiants en école d'ingénieur français, on a des super bases en tout ce qui est théorique. Donc, tout ce qui est mathématiques et physique. Donc, ça, il n'y a pas de problème, on est vachement au point. Par contre, eux, ils sont beaucoup plus autonomes. Ils sont beaucoup plus spécialisés dans leur domaine, vu qu'ils choisissent un département dès le début de leur baccalauréat. Et puis, ils ont une mise en pratique qui est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que nous, aux arts, on a fait pas mal de TP, on a fait pas mal de projets, mais c'était souvent des projets assez théoriques où on n'allait jamais dans l'application. Eux, ils vont très vite dans l'application, donc ils savent manier Arduino, MATLAB, enfin des logiciels, ils savent coder en C++ assez couramment, alors que nous, on est quand même beaucoup plus sur des bases théoriques. Donc voilà, ça c'est une spécificité, mais on rattrape assez vite notre retard dans ce domaine-là. Ouais, juste pour répondre à une petite question, les conditions pour changer de cursus, là, en fait, c'est juste que ça corresponde à votre projet personnel et il n'y a pas beaucoup de conditions. J'expliquerai après plus tard mon cas, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités ici. Faut pas stresser pour ça. Ouais. Ouais. Je commence. Donc, moi, je vais vous présenter le parcours recherche. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Poly, il y a un semestre de… Comment ils appellent ça ? Probatoire. Un semestre probatoire où on fait que des cours. Donc, quel que soit notre parcours, cours ou recherche. Alors, ça, ils veulent le supprimer, ce semestre probatoire, mais ce n'est pas encore fait. Donc, ça, il faudra voir. Néanmoins, donc moi je vais faire un parcours recherche. Donc la recherche, c'est assez différent de l'idée qu'on a en France de la recherche. C'est-à-dire que ici la recherche, elle peut être très appliquée. Donc par exemple, là le projet que j'ai, c'est en partenariat donc avec un chirurgien qui a monté son entreprise. Et donc c'est de développer une solution technique pour son entreprise. Donc c'est vraiment de la recherche qui est appliquée. Donc c'est un projet que je vais faire sur 1 an et demi. Normalement, je vais avoir un financement, mais alors ça, contrairement à ce qui est dit, le financement n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est à vous, en arrivant, d'aller voir les directeurs de recherche et de vous présenter et de voir qu'est-ce qu'ils proposent, avec quel financement et toutes les conditions relatives au projet de recherche. Voilà, j'ai 5 cours à côté. Donc 5 cours, ça fait… c'est pas grand-chose. Hein. C'est une session. Donc, il y a 3 sessions dans l'année. Il y a la session d'automne, la session d'hiver, qui sont les grosses sessions, et une session d'été qui est une petite session, donc où il y a moins de cours. Donc, 5 cours, voilà, c'est assez peu. Voilà, ce que j'ai dit, c'est les projets peuvent être très théoriques. Donc, faire de la recherche comme on a l'idée en France, donc de la recherche au CNRS assez poussé au niveau théorique, mais ça peut être aussi quelque chose de très appliqué, en partenariat avec une entreprise, et il y en a même qui travaillent à mi-temps dans l'entreprise. Voilà, et puis le lien entre les chaires de recherche et les étudiants,
c'est beaucoup plus perméable qu'en France. C'est-à-dire que les étudiants, quand ils sont dans leur bac, ils travaillent l'été, par exemple, ils font des stages dans les labos de recherche. Donc, ils ont un contact avec les chercheurs qui est beaucoup plus facile que ce que nous, on a en France. Voilà. Ça, c'était pour la recherche. Et là, je vais laisser Marie vous présenter le cursus court. Ouais, donc moi, en fait, je suis en cursus court. J'ai choisi depuis le début parce que le mot recherche me donnait des boutons. Mais en fait, arrivé ici, quand j'ai parlé, parce qu'en fait, quand on arrive, on doit choisir un directeur de maîtrise, donc que ce soit en cours ou en recherche. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai fait pas mal le tour de tous les professeurs du génie industriel. Et en parlant avec eux, en fait, je me suis aperçue que j'avais deux choix. Soit faire un stage de 4 mois, soit faire un projet de la durée que je voulais. Et en fait, je me suis dit que comme aux arts, pour venir au Canada, on fait un stage. En première année, on fait un stage. Et comme on va en cours en dernière année, enfin, une fois que le cursus maîtrise est fini, on doit refaire un stage de 6 mois. Ben, je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer de repousser mes peurs et faire un projet de recherche mini. Donc, c'est un peu une initiation à la recherche. Et donc, le financement est possible en stage ou en projet. Ça dépend du type de projet. Ça peut être des projets appliqués à une entreprise, ça peut être des projets où on assiste des gens en doctorat, ou alors des projets ou alors des projets où c'est vraiment, on a envie, par exemple, de lancer son entreprise, ils vont nous aider, ils vont nous faire prendre les cours qui vont bien. Et par exemple, moi, donc je suis allée en maîtrise cours projet. Mon projet, c'est de tester un jeu formatif pour en fait encourager les gestionnaires et améliorer la communication dans les équipes. Et en fait, pour ça, je prends des cours à l'extérieur de Poly sur les jeux et ludification. Donc, c'est vraiment, comme je disais, et les arts, ils acceptent, puisque de toute façon, c'est dans mon cursus, c'est un projet sérieux, et ça m'intéresse, donc il n'y a pas de raison qu'ils n'acceptent pas. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que vraiment tout est possible. Et niveau cours, c'est de 10 à 11 cours. Ça dépend du nombre de crédits, puisqu'en fait, normalement, c'est 45 crédits au total, la maîtrise. 30 crédits de cours, sachant qu'un cours, c'est 3 crédits généralement. Il y a des cours de 2 crédits, c'est pour ça que je dis 10 à 11 cours. Et aussi, le projet, moi, j'ai de la chance, mon projet, il va coûter 15 crédits, mais il pourrait coûter 12 crédits. Donc, ça fait un cours ou pas en plus. Et en fait, moi, je vais prendre mon temps parce que j'aime bien le Canada et que pourquoi pas rester le plus longtemps possible. Donc, je vais passer plus d'1 an au Canada. Je vais finir mon cursus normalement, si tout va bien, en mai 2018. Donc, ça fera 1 an et demi de cursus. Juste avant de continuer, là, ce que disait Marie, en fait, c'est que aux arts et métiers, on vous propose soit un S9, donc 6 mois, enfin 4 mois au final, soit un double diplôme, donc 2 ans. Mais si vous prenez un cursus court, vu que vous avez que 10 à 11 cours plus un stage de 4 mois ou un projet, mais il y en a qui arrivent à condenser ça en 1 an, un peu plus d'1 an. Donc au final, si vous voulez venir au Canada que pour 1 an, eh ben, c'est aussi possible, quoi. Ouais. Moi, par exemple, en fait, je vais finir en mai parce que j'ai juste pris mon été vacances. Et donc, la question, ça reprend combien d'heures de cours par semaine? Alors, moi, cette session, j'ai 4 cours. La session dernière, j'en avais 5. Et donc, en fait, ça représente 3 x 4, 12 heures de cours par semaine ou 15 heures pour les plus motivés. Et pour ceux qui sont à la recherche, il y en a, ça dépend. Toi, tu as combien de cours en ce moment? Alors, moi, j'ai 3 cours en ce moment. Et j'ai pas mal de cours où il y a des TP aussi. Donc là, c'est des TP, c'est 1 semaine sur 2. Mais au final, ça me fait 12 à 15 heures de cours par semaine. Voilà, c'est vraiment léger, quoi. On a vraiment le temps de faire pas mal de choses à côté. L'ambiance. L'ambiance, elle est géniale. Alors, par contre, oui, alors un petit truc on est tous un peu surpris en arrivant, mais c'est normal. C'est pareil partout, je pense, dans tous les pays.
c'est que en fait l'intégration est compliquée. Les gens finalement ils restent pas mal entre eux. Il faut savoir que nous on arrive en semestre probatoire, on est à la fois en cours de bac, en cours de maîtrise, on est avec des gens qui se connaissent, qui se suivent depuis 4 ans. Donc c'est un peu comme quand il y a des nouveaux qui arrivent aux arts et qu'on met 6 mois pour les intégrer. Sauf que là, il n'y a que 3 heures de cours par semaine et en fait, au bout de 6 mois, c'est fini. Donc, il faut vraiment faire des efforts pour s'intégrer et on a tendance à se rapprocher malheureusement des Français. Mais moi, en fait, comme il y a énormément de projets et qu'on ne choisit pas forcément ses équipes et que de toute façon, dans un cours, on ne connaît pas forcément 4 personnes, et on va vers des gens qu'on ne connaît pas et c'est là qu'on fait des rencontres et il ne faut vraiment pas avoir peur. Moi, j'ai rencontré des gens super qui venaient du Bénin. C'est vraiment... Et on rencontre aussi des Québécois. Mais voilà, il faut... et puis, il faut sortir. Il faut aller au pub. Hein, Félix? Ouais, en fait, si vous venez au Canada pour rencontrer vraiment une culture différente, enfin, là, nous, on parle pour Montréal, mais à Montréal, il y a une communauté française qui est très importante. Et puis, il y a une communauté de Gads aussi qui est très importante et très dynamique. Du coup, en fait, c'est juste que c'est vachement facile d'aller voir des Gads ou d'aller voir des Français. Et si vous ne faites pas l'effort d'aller rencontrer des personnes qui ne sont pas des Français, eh ben, vous tombez vite dans une routine et vous restez qu'avec des Français. Après, donc, ce qu'on voulait dire, c'est que Montréal, c'est quand même, il y a une multiculturalité qui est impressionnante. Donc, voilà, il y a des gens de toutes les religions, de tous les pays, de toutes les langues. C'est vraiment spécial et enfin, moi, j'aime beaucoup. Ouais, quand on rentre dans un magasin, les gens nous disent « bonjour, hi ». Donc, moi, des fois, je me fais un petit kiff, je me dis « bon, allez, aujourd'hui, je parle anglais ». Et oui, ouais, ça marche, ça permet du coup, de modifier un peu son quotidien et puis de se dire « bon, bah, ok, je ne suis pas partie de France pour rien, je pratique l'anglais ». On va accélérer un petit peu. Donc, l'ambiance qu'il y a à Polytechnique en tant qu'étudiant, donc, c'est ce qu'on disait, que le projet personnel est vachement mis en avant. L'étudiant est au centre de l'enseignement, c'est-à-dire que si on a un problème, on envoie un mail au prof, il va nous répondre assez rapidement. Les projets qui sont faits en cours, ce n'est pas des projets qui sont prédéterminés avec un projet éolien, des projets qui sont faits chaque année comme ce qu'on peut avoir aux arts. Ici, c'est vraiment, ils vont nous proposer un thème et c'est nous qui allons créer notre sujet au cours de la session. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus personnalisé. Il n'y a pas de twist. Oui, ouais, il n'y a pas de twist. Alors, il y a des twists, mais ici, en fait, par rapport au plagiat, ils sont vraiment vénères. Du coup, même si vous trouvez des twists, allez-y quand même mollo parce que ça peut être dangereux. Ouais. Et puis voilà, ce qu'on a dit, vu qu'on a peu d'heures de cours, il n'y a pas vraiment de collectif, il n'y a pas de classe. Mais voilà, c'est différent. Okay. Après, on va passer à tout ce qui est association parce qu'aux arts, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était important. Donc, il y a vraiment beaucoup d'associations. Là, on en a mis un tout petit peu. Mais on a mis celles qui sont, on va dire, les plus connues. Donc, pour vous rassurer, il y a le Polybuddy, c'est le parrainage. Bon, c'est pas du tout la même chose qu'aux arts, mais ça reste le parrainage. Il y a Polyhab, c'est boire la bière et les pizzas gratuites en regardant des matchs de hockey. Il y a le Pinel, c'est tout ce qui est intégration, donc ça, c'est pas mal. Il y en a 3 fois par an, du coup. Il y a tout ce qui est Polyshow, Polyphoto, Polymonde. Polymonde, c'est Gazole et Finance. C'est vraiment un groupe intéressant. Et puis après, il y a quelque chose de super important pour les futures personnes qui seront à Poly en maîtrise. C'est la SCEP. Enfin, la ECSP, mais la SCEP. La SCEP, Silly. C'est l'association des étudiants au cycle supérieur. Ils ont beaucoup de thunes et ils offrent beaucoup de choses. Ils proposent énormément de choses et c'est génial. Hier soir, j'ai mangé, j'ai bu gratuitement et c'était génial.
ils organisent des soirées, des jeux, des vins et fromages, charcuterie, gâteaux. Ça manque. À 2/3 du cursus de l'année scolaire, ça fait du bien. Ouais. C'est bon? Et je crois que c'est bon pour nous si Ok. si jamais il n'y a plus. Et ben, on va passer maintenant du coup à l'ETS. Donc, Baptiste Gauthier, donc, je vous l'ai déjà dit, BO214. Donc, je suis en maîtrise recherche en génie mécanique à l'ETS. Donc, l'ETS, c'est donc la deuxième université partenaire à Montréal pour les parcours au Canada avec l'ENSAM. Donc, c'est 11 000 étudiants. 11 000 étudiants, 20 programmes de maîtrise différents. Donc, c'est une des plus grosses universités en génie au Canada parce qu'elle fait que du génie. Et elle est affiliée à l'Université du Québec et c'est aussi une université publique, donc comme Poly et Sherbrooke d'ailleurs. Il faut savoir que au niveau des arts, donc il y a 3 parcours en maîtrise qui sont proposés, donc génie mécanique, génie industriel et génie civil. Également un S9 en génie mécanique. Au niveau des frais concernant la maîtrise, 30 crédits sont offerts par les arts et 15 crédits sont à payer de votre poche. Donc, ça représente à peu près presque 1 500 €. Donc, voilà. Mais il faut savoir que c'est quand même un tarif très avantageux par rapport à ce que pourraient payer des étudiants étrangers hors France, parce que là, les tarifs s'envolent à plus de 10 000 €. Donc, c'est quand même assez avantageux et il y a beaucoup de parcours qui sont proposés donc, avec les arts. Ensuite, je vais poursuivre sur l'ambiance à l'ETS en général et en particulier en recherche puisque c'est mon domaine. Moi, j'ai trouvé, donc déjà, j'ai découvert la recherche en fait à Montréal avec ce parcours. Il faut savoir que je pense qu'on avait une image très négative de la recherche aux arts, ou en tout cas, on voyait ça de très loin. Qu'est-ce que la recherche au final? Parce que là, on parle de recherche appliquée. C'est-à-dire une recherche qui est orientée sur un projet où on doit au final travailler à résoudre une problématique qui n'a jamais été résolue et en utilisant toutes les connaissances qu'on a acquises jusqu'à maintenant. Donc, c'est très concret, ça n'a rien de complètement abstrait ou de perché, ou enfin tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur la recherche. Donc, c'est en gros, généralement, c'est avec un industriel. Donc, il y a une problématique d'un industriel qui n'a pas de solution. Et on fait appel à vous, au laboratoire auquel vous allez être attaché, pour résoudre ce problème. Donc, globalement, l'ambiance de labo, moi, je la trouve très sympa. C'est-à-dire que vous avez un professeur, un directeur de recherche qui va voir tous ses étudiants qui travaillent sur différents projets. Donc, le labo a une orientation. Donc, par exemple, moi, je travaille sur le contrôle non destructif par ultrasons. Donc, c'est la spécialité du labo. Donc, il y a une rencontre avec de nombreux étudiants, donc de toutes origines. Certes, il y a beaucoup de Français. Il y a pas mal de Québécois quand même, puisqu'on est quand même au Québec. Mais je suis en contact avec des étudiants indiens, des étudiants brésiliens, mexicains, et donc il y a un peu de tout. Donc c'est vraiment intéressant et on arrive à parler un peu, parce qu'on parle beaucoup français entre Français et Québécois, mais aussi on parle pas mal anglais avec les autres étudiants. Des relations différentes avec le directeur de recherche, donc avec les professeurs en général, puisque c'est beaucoup plus une relation de bureau, de très petite entreprise au final, parce que le professeur gère ses élèves et ses projets. Donc, c'est des relations qui sont très, très appréciables. Une mise en application de toutes les connaissances, donc comme je l'ai dit. Moi, typiquement, le contrôle non destructif, là, ça fait appel à des connaissances à la fois que j'ai acquises en prépa, des connaissances que j'ai acquises durant mon cursus aux arts. Donc, c'est vraiment mobiliser tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, et ça, c'est vachement intéressant. On est également confronté à un problème qui n'a jamais été résolu, donc comme je l'ai dit. Ce n'est pas un exercice qui a été déjà résolu 300 fois qu'on va vous mettre, sur lequel vous avez planché, mais vraiment un truc qui n'a pas de solution. Et donc, du coup, le parallèle avec un industriel, généralement, ce n'est pas obligatoire, mais généralement, c'est un parallèle avec un industriel. Donc, c'est aussi intéressant de voir cette dimension très concrète de votre projet. Enfin, concernant l'ambiance à Montréal, donc pour rajouter un peu sur ce il y a déjà beaucoup qui a été dit par Poly. Donc Montréal est une ville très animée, été comme hiver, donc il y a vraiment des festivals, des spectacles, des matchs de hockey si vous aimez le hockey. Il y a vraiment plein de choses à faire.
C'est globalement une ville sûre, la population est agréable et cosmopolite, comme le disait Marie. Au niveau des logements, c'est pas très cher. Bon, la nourriture est il y a quand même un sacré budget nourriture à avoir si on veut manger à peu près correctement. Donc, au final, ça s'équilibre un peu, mais je dirais que la vie n'est pas n'est pas très chère au final. Comparé à des grosses villes comme Lyon, Paris, etc., ça n'a rien à voir. Donc, on s'en sort plutôt bien. Je crois qu'après, Jérôme va parler de budget, donc il détaillera un peu plus. On pourra peut-être rajouter un mot après là-dessus. Donc voilà. Enfin, donc pour conclure un peu sur les points positifs et points négatifs, donc l'ETS, point positif, donc nombreux clubs étudiants. Donc, bon, je ne vais pas le détailler, mais c'est pareil, il y en a 20 ou 30. C'est tout. Une grosse structure, donc de gros moyens. Vous avez vu, il y a quand même plus de 10 000 étudiants, donc il y a quand même de quoi faire. Rencontre avec des étrangers, découverte de la recherche. Point négatif, donc c'est aussi une grosse structure, donc il y a une ambiance qui est moins, je dirais, peut-être familiale que, bon, peut-être pas aller dans le familial, mais moins proche que ce qu'on a pu vivre aux Arts, où il y avait que 600 ou 700 étudiants par centre. Au niveau de la langue, bah, forcément, on est plus amené à parler français que anglais. Donc c'est sûr que si vous cherchez vraiment à parler anglais toute la journée, c'est pas à Montréal que vous allez trouver ça. Mais néanmoins, ça reste très appréciable puisque vous avez en fait, c'est une bonne transition parce que vous avez l'occasion de parler anglais de temps en temps et puis après, bah, vous avez le français à côté quand même la plupart du temps. Concernant les clubs étudiants, en plus, je vais rajouter un point sur donc un de mes colocataires qui fait, lui, sa maîtrise dans le cadre d'un club étudiant qui fait un catamaran à voile rigide. Donc, lui, il a carrément fait son projet de maîtrise dans le cadre du club. Donc, si vous êtes passionné de quelque chose en particulier, vous avez la possibilité aussi de même faire une maîtrise dans le cadre d'un club. Donc, c'est vraiment intéressant, renseignez-vous et il y a vraiment énormément de possibilités. Je crois que ce qui ressort jusqu'à maintenant, donc vous allez le voir jusqu'à la fin, c'est que vous pouvez vraiment choisir et dessiner votre parcours un peu comme vous le voulez. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Je crois que j'ai terminé sur le TS et on va passer à Lucas, à Lévis. Si Jérôme, tu peux mettre ton micro. Non, on ne t'entend pas encore. C'est bon? C'est bon. Ok, bah, Baptiste, je te laisserai passer les diapos. Il y en a un peu plus que pour vous autres. Du coup, voilà. Alors, bah, pour commencer, moi, je suis en maîtrise recherche, en maîtrise cheminement coopératif à l'UQAR. Alors, c'était à Lévis. Je vais un peu de tout vous expliquer là. C'est peut-être un peu le point un peu compliqué parce que là, il y a pas mal de campus. C'est un peu bizarre, donc je vais mettre ça au clair. Est-ce que tu peux passer la diapo suivante, Baptiste, s'il te plaît? Ouais, super. Alors, un petit intro, si vous voulez, la gestion de projet, c'est un peu la différence avec tous les autres parcours, c'est que là, c'est un parcours en management. En fait, c'est pas du technique, c'est pas du génie, c'est vraiment du management, ce qu'on apprend. Donc, en fait, le but de la maîtrise, c'est de nous apprendre un peu toutes les techniques, les techniques de management, toutes les méthodes un petit peu en lien avec le mode projet. Donc, vous irez voir sur Internet si ça vous intéresse, mais je ne vais pas vous faire un cours maintenant. L'idée, c'est d'apprendre un petit peu à gérer tout type de projet. On l'a tous fait aux arts. Gérer un projet, on comprend un peu ce que c'est. L'idée, c'est de nous apprendre et de formaliser un peu les démarches qu'on sait à peu près faire. Et c'est vraiment intéressant. Un projet, ça peut être n'importe quoi. Hein. Faire un gala, organiser des usines, organiser un fin, c'est n'importe quoi. Ça, c'est des projets. Ben voilà. Après, l'idée, c'est d'organiser. Il y a un gros budget, il y a beaucoup de ressources. L'idée, c'est de gérer tout ça. On nous apprend à gérer pas mal d'outils. Donc, l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Rimouski, donc, avec la carte que vous a montré tout à l'heure, Baptiste, c'est à 300 km au nord de Québec. Donc, c'est pas mal au nord. Faut savoir qu'il y a un campus qui est à Lévis, donc qui est en face de Québec. Je vais vous montrer la carte après. Pour savoir, si vous voulez, le campus à Lévis, lui, spécialisé plutôt sur la maîtrise cheminement coopératif. La maîtrise à Rimouski, c'est plutôt le parcours recherche. Donc, le cheminement coopératif, ça a un intérêt, en tout cas, à mon avis, c'est que l'intérêt est plus marqué pour un GADS parce que, voilà, disons que le parcours recherche sur du management, honnêtement, c'est assez lourd.
c'est pas particulièrement intéressant pour nous qui avons fait du technique, qui sont quand même assez terre à terre et concret, quoi. Alors que le parcours coopératif te propose, ça donne la possibilité de faire des stages, et donc des stages dans des domaines techniques, même si ça reste du projet, du management, si on peut faire ça dans des cadres assez techniques, et là, ça devient intéressant. Baptiste, est-ce que tu peux passer la diapo suivante? Yes, merci. En gros, voilà comment ça se passe. Là, c'est la région de Québec. Donc, vous voyez, là, c'est pas très grand, Québec. C'est quand même plus petit que Montréal, mais c'est une petite ville vraiment mignonne. C'est sympa, c'est assez joli. Lévis, alors en fait, voilà, Lévis, c'est en face. C'est la rive sud. Donc, Lucar est pas mal au nord de Lévis. Le conseil que je peux vous donner, c'est plutôt habiter à Québec, parce que Lévis, c'est quand même assez mort, il n'y a pas grand-chose. La vie de l'université est assez on va dire, assez calme. Mais par contre, Québec, ça bouge vraiment bien, c'est vraiment cool. En tout cas, moi, on se régale bien. On est en coloc avec des gars et on se régale vraiment bien. L'idée, c'est que comme on a quand même plutôt peu de cours, comme dans tous les autres parcours, on habite à Québec et on se rend à Lucar quand on a cours, c'est-à-dire 3 jours par semaine. Et on s'y rend soit en voiture, moi c'est mon cas, soit on s'y rend en traversier à pied. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Baptiste? Excuse-moi, c'est un peu relou. En gros, l'idée, alors le déroulement de la maîtrise, il est assez simple. Sur 1 an et demi, donc 5 sessions, il y a 3 sessions de cours et 2 sessions de stage. Une session, c'est une période de 4 mois environ, à laquelle on enlève les vacances. Donc effectivement, tu as 2 sessions de cours, une session de stage, puis une session de cours à nouveau, et enfin une dernière session de stage. Donc vous voyez vite l'intérêt, c'est quand même que le premier stage, il doit durer environ 4 mois, donc il est assez limité. Le deuxième, par contre, vous êtes illimité, quoi. Faites-vous plaisir, vous pouvez faire un stage de 6 mois, voilà. Pour ce qui est des frais de scolarité, je vous les ai indiqués en dessous des sessions. Évidemment, quand il y a une session de cours, vous payez des cours, vous payez des chargés de cours, donc du coup, ça coûte cher, relativement cher. Quand il y a une session de stage, ça coûte très peu cher, c'est juste les frais d'inscription. Globalement, c'est les frais qui sont indiqués, c'est vraiment ceux que vous allez payer, vous pouvez vous y fier, il n'y a pas de problème. Est-ce que non, j'oublie rien. Alors, pour ce qui est des cours, là, je vais vous donner des infos assez générales. Dites-vous qu'il y a en gros 4 ou 5 cours par semaine, ça dépend des sessions, ce qui donne entre 12 et 15 heures par semaine. Donc, c'est plutôt peu par rapport aux arts, c'est quand même carrément 2 fois moins en fait. Faut quand même imaginer que globalement, le travail qu'on fait, c'est des travails en projet par groupe. C'est souvent des projets qui tournent autour de travaux, autour de petits sujets de recherche ou voilà, je vais vous développer un petit peu plus. Donc, il y a quand même ça demande un petit peu de travail à côté, mais ça reste tout à fait abordable. Les classes sont très petites, c'est souvent les mêmes personnes qui sont dans la classe, contrairement aux autres parcours où ça tourne pas mal, vous pouvez choisir vos cours. Nous, globalement, il y a assez peu de choix possibles, un petit peu, mais pas beaucoup. Et finalement, ça tourne pas mal autour des mêmes personnes, c'est assez sympa. Donc, on a mis un petit effectif. Voilà, on profite avec les Québécois, les quelques Québécois qu'il y a dans nos classes. On va boire des pains, tout ça avec eux, c'est assez cool. Sinon, la difficulté, elle est vraiment modérée. Honnêtement, c'est tout à fait abordable, hein. Nous qui avons travaillé, voilà, quand on fait du 35 heures par semaine aux arts et que derrière, il y a des projets, des trucs, c'est assez lourd. Honnêtement, par rapport à ça, c'est vraiment tranquille. Il ne faut pas non plus trop prendre de retard sur les projets, mais ça va quand même, ça se fait quand même bien. Juste une petite info pour ceux qui voulaient savoir le classement à peu près qu'on peut demander. Lucar, c'est globalement peut-être l'université la plus abordable. Moi, quand je suis à peu près le dernier prix de ma promo, c'est moi qui avais le plus mauvais classement, j'étais 500, environ 500, 550. Comme exemple de cours, il faut vous dire que c'est beaucoup des cours qui tournent autour de la gestion de projet, vraiment, c'est des cours assez purs, bruts en management. C'est plutôt intéressant, vraiment, parce que ça donne un autre point de vue par rapport aux cours très techniques. Si les cours techniques aux arts, ça vous a lourdé pendant 2 ans, bah là, c'est vraiment fait pour vous parce que c'est complètement autre chose. Ça change un peu le point de vue. C'est assez intéressant. C'est le point de vue en plus management à l'américaine, côté Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça donne ce point de vue-là. C'est assez stylé.
Donc les cours qu'il y a, je vous ai donné des exemples. Management des équipes, on apprend beaucoup à travailler en équipe en gestion de projet parce qu'on est sur des projets. Faisabilité, conception de projet. Un projet, quand il faut le démarrer, il y a toute une méthodologie sur le démarrage des projets et la conception du projet, hyper intéressant. Gestion de projet en événementiel, chose qu'on ne voit pas du tout aux arts, pourtant on en fait énormément, de la gestion d'événementiel. Là, vous avez un cours qui est adapté, la gestion de projet adaptée à l'événementiel, c'est intéressant, super intéressant. Évaluation financière de projet, lean management, un cours super intéressant, on en fait très peu aux arts, pourtant c'est hyper important dans les entreprises, ça se fait de plus en plus. Séminaire d'application, après beaucoup de cours d'application, on nous demande d'aller trouver des projets existants dans la région et on nous demande de les étudier. D'aider même, on fait beaucoup de soutien. Moi, par exemple, là, je travaille sur un projet de développement d'une académie de rugby à Lévis et je suis amené à faire pas mal de choses pour ce truc-là. Création de l'association, support, financement, tout ça. Là, il y a toute la création de l'organisation, c'est moi qui m'en charge. Sinon, les sessions, c'est du plus simple au plus concret. Donc, on commence par une session un peu, on va dire, où on apprend, il y a des cours très, on va dire, avec de la méthodologie très basique. Et après, c'est du concret. Voilà. Est-ce que, Baptiste, tu peux me passer la diapo suivante? Donc voilà, évidemment, ça demande de trouver un stage. C'est, on va dire, quand même le point assez fort de la formation parce que faire le stage, c'est quand même assez intéressant. Alors, il y a simple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Honnêtement, tant que ça reste de la gestion de projet, et la gestion de projet, c'est quand même très large, du coup, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Alors, je vais vous donner quelques exemples de stages qui ont été faits. Alors, moi, je suis retourné en France pour faire mon stage. Je l'ai fait chez Air Liquide Santé. C'est fait du suivi d'audit, donc ça reste un projet. Un audit, c'est un projet, du coup, c'est ça. Mais il y a plein de trucs. Mon coloc fait de la gestion de projet TI à l'université Laval. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il apprend plein de méthodes de gestion de projet agile. Vraiment cool. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, il y a quelqu'un qui a fait son stage au Panama en tant que chargé de projet d'ouvrage d'art. Il était chargé de projet en soutien sur la fabrication d'un pont au Panama. Il y a un gars de ma promo qui est ingénieur projet nucléaire. Donc là, il est rentré en France et c'est ce qu'il fait actuellement. Il y a une fille une nana de ma promo qui a réussi à trouver un stage à Hawaï. Elle était entre Victoriaville et Hawaï. Donc Victoriaville, c'est dans l'ouest. Et elle était 2 semaines à Hawaï, 2 semaines à Victoriaville. Elle était sur la mise en place, je crois, d'un miroir pour un observatoire canadien, pour l'Observatoire national canadien. Donc vraiment super stage. Après, il y a plein de gens qui restent ici parce que la gestion de projet, ça se fait de plus en plus. Ici, ça a déjà 20 ans, donc c'est quand même on commence à connaître la gestion de projet, mais c'est quand même vachement en développement. Du coup, il y a des gens qui restent parce qu'ils trouvent des super jobs. Par exemple, comme type d'embauche, il y a du conseil en gestion de projet dans la construction, chargé de projet Lean au CHUC, donc c'est le Centre hospitalier universitaire de Québec. Chargé de projet client pour des entreprises en optique. Donc ça, il y a une entreprise ici, l'optique se développe pas mal à Québec, donc il y a beaucoup d'entreprises qui demandent des gens. Et conducteur de travaux dans le Grand Nord. Il y a un gaz là 210 qui travaille dans le Grand Nord, donc il fait 3 semaines dans le Grand Nord. Il travaille 12 à 15 heures par jour pendant 3 semaines, et après il rentre 3 semaines au Québec où il fait, il est plus ou moins en vacances. Globalement, c'est ça. C'est sympa. C'est des boulots qui payent très très bien et qui sont quand même assez intéressants et c'est un beau défi. Voilà, ça c'est pour les embauches. Donc si vous avez plus de questions, n'hésitez pas parce que il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Je regarde un petit peu les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc pas spécialement de questions, mais voilà, n'hésitez pas à envoyer un mail. Est-ce que tu peux passer la diapo suivante? Ouais, super. Donc en gros, pour résumer le parcours, les points positifs, donc on apprend quand même beaucoup de choses sur la gestion de projet, chose qu'on ne fait pas aux arts. On apprend beaucoup de connaissances techniques. La gestion de projet, on doit se l'apprendre un peu par nous-mêmes aux arts. Ici, on donne vraiment des cours, des informations. C'est vraiment intéressant. En plus de ça, on parle de chargé de projet en France, mais tout ce qui est géré en mode projet, c'est très mal géré. Ici, il y a vraiment des méthodes. On apprend à gérer de la documentation par rapport à tout ça. Voilà, c'est vraiment bien documenté, c'est intéressant.
C'est un parcours qui ferme aucune porte. Vraiment, la gestion de projet, encore une fois, c'est assez large. Du coup, on peut s'orienter un peu partout. Moi, il y a des gens qui… Moi, par exemple, j'aimerais bien travailler dans les administrations du sport. Aux arts, ça aurait été quand même compliqué après mon diplôme simple aux arts. Ici, grâce à la gestion de projet, je peux faire ça, tu vois. Donc, c'est intéressant. L'expérience qu'on a du fait du stage, c'est vraiment un point positif parce qu'on ressort de la formation, on a quasiment, on a plus de 8 mois on peut avoir plus de 8 mois d'expérience sans avoir même obtenu le diplôme. Donc déjà, rentrer dans la vie active et avoir 8 mois d'expérience dans l'entreprise, c'est vraiment un point positif. L'expérience du travail d'équipe, on travaille énormément en projet d'équipe, ça veut dire qu'on gagne quand même une certaine expérience à travailler en équipe et ça, c'est vraiment bien. Il y a beaucoup de travaux qui sont en lien avec des problématiques d'entreprise. Comme je vous l'ai dit, moi, je travaille conjointement avec une organisation, une association pour du rugby, enfin un club de rugby en fait. Mais il y a des entreprises qui viennent nous proposer des projets, en ligne management, par exemple, la remise en place d'une ligne de production. Tout ça, là, je cherche un peu mes mots, mais en gros, c'est ça. Il y a vraiment des problématiques assez concrètes avec des entreprises. Et qui dit gestion de projet, dit gestion, et ici dit du coup avoir des postes importants. Il y a vraiment une opportunité de carrière assez vraiment bien. Sinon, les points négatifs, globalement, voilà, c'est vrai que si vous recherchez une spécialisation, bah, ici, c'est pas le cas. C'est vraiment on apprend du management. La spécialisation, c'est le management, finalement. Mais vous n'allez pas être spécialisé dans un domaine technique. Voilà, c'est peut-être un petit peu le point négatif. L'éloignement du domaine technique, c'est pareil. Si vous cherchez vraiment à vous rapprocher du domaine technique, bah, encore une fois, le management, c'est pas ce qui est vraiment adapté. Et peut-être, nous, ce qu'on trouve avec les gens de la classe, c'est qu'il y a peut-être pas assez de Québécois dans la classe. Voilà, et sinon, bah, je crois que c'est à peu près fini. Sinon, c'est tout. Voilà, pour ce qui est du quotidien, bah, voilà, globalement, la vie, elle est aussi chère qu'en France. Avec 1 000 $ par 1 000 $ par mois, normalement, vous en sortez. Les solutions de financement, bah, vous pouvez faire un prêt. Possibilité de travailler à mi-temps après son premier stage. Il y a plein de gens qui font ça. Ils font leur premier stage et après, ils travaillent à mi-temps. Trouver un job à temps partiel, bah, voilà, ça se fait assez facilement ici. Voilà, ils cherchent beaucoup. C'est bon pour ça. Pour ce qui est du quotidien, logement, déplacement, je vous conseille d'habiter sur Québec. Les quartiers cool, voilà, ils sont indiqués là, vous pouvez vous en servir de l'information. Pour ce qui est du déplacement, le bus, c'est vraiment cher, je trouve. Donc, du coup, nous, on a trouvé la solution. On a acheté une voiture et on fait du covoiturage et voilà. Voilà pour cette diapo. Donc, bah, la vie à côté de la maîtrise, elle est vraiment cool et on sort pas mal. On sort pas mal sur Montréal, on sort beaucoup sur Québec, c'est vraiment cool. Voilà, pour ce qui est du sport, du plein air, il y a énormément. À Québec, on est entouré vraiment par une super nature, c'est vraiment intéressant. On fait pas mal de hockey à l'hiver, c'est super cool. Et sinon, ce qui est des randos et voilà, il y a plein d'occasions à faire, on fait plein de trucs entre gars, c'est super cool. Voilà. Ok, merci Jérôme. On va passer maintenant à l'université de Laval. Donc, Sylvain, tu es là. Ça. Pardon, j'ai de l'écho là. Comment? J'ai de l'écho, moi, il n'y a pas. Tu fais de l'écho. Bon, on va faire avec. J'essaie de commencer. Du coup, moi, c'est Johan Tonneau, donc je suis en maîtrise recherche à l'Université Laval en génie mécanique, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour parler de l'Université Laval en quelques mots, tu peux le passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Merci. Pour parler de l'Université Laval en quelques mots, donc déjà, par rapport aux autres universités, j'ai l'impression que c'est vraiment grand, enfin, en tout cas, c'est très vaste. Vous voyez, j'ai mis un petit plan du campus pour montrer que c'est pas un seul grand bâtiment, c'est plein de grands bâtiments qui recouvrent tous les génies. Pour donner quelques chiffres avec ça, donc il y a environ 60 000 étudiants qui viennent encore une fois donc, de tous les génies, donc méca industriel pour ce qui nous touche, mais aussi des trucs comme le génie chimique ou autre chose. Il y a le PEPS juste à côté. Le PEPS, qu'est-ce que c'est? C'est un grand centre sportif. Je crois que c'est le plus grand du Québec, ou en tout cas l'un des plus grands du Québec, qui est, j'en parlerai, mais qui est gratuit du coup pour les personnes scolarisées à Laval. C'est un peu à l'écart du centre-ville, mais malgré tout, c'est très accessible, pour les bus ou quelque chose comme ça.
J'ai pas précisé, pardon, l'université Laval, c'est à Québec, dans la ville de Québec. C'est une université très tournée vers la recherche, comme j'en parlerai juste après, mais c'est quelque chose qu'ils essaient vraiment de mettre en avant à Laval. Le parcours en soi. Donc, seulement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est seulement des parcours recherche. Là où les autres universités vous parlez des parcours courts avec des possibilités de faire des projets, des choses comme ça, ici, c'est vraiment que de la recherche. Il n'y a pas le choix. Éventuellement, vous pouvez faire une session de 6 mois, mais pour ici 2 ans, c'est recherche. Qui fonctionne, donc là, je vais un peu répéter, mais qui fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire une session probatoire de 4 mois, puis on passe en maîtrise. Session probatoire, qu'est-ce que c'est? C'est une session où on fait que des cours. Possibilité d'être rémunéré, c'est pas obligatoire, rien ne les oblige à vous rémunérer, mais dans les mentalités, il est normal de rémunérer les étudiants. Donc, à moins qu'il y ait un gros souci, manque de fonds, quelque chose comme ça, vous devriez être rémunéré. Les frais de scolarité, ils sont à payer dès le début de la maîtrise. Donc, la session probatoire, la première, ça, c'est bon, elle est offerte. Mais dès que vous commencez la maîtrise, vous devrez la payer. De même que les autres universités, quand même, comme vous êtes normalement payé en maîtrise, vous êtes payé plus que ce qu'ils demandent en frais universitaires. Par rapport aux cours en soi, donc là, c'est un peu la même logique que dans une université, encore une fois. Il y a peu de cours, 12-13 heures par semaine si on prend 4 cours par session. Ça, c'est pour la session probatoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un très fort travail personnel à fournir. C'est-à-dire qu'effectivement, les Québécois ont la mentalité que les cours servent juste à consolider nos acquis qu'on acquiert à la maison, justement. Donc, il ne faut pas forcément se dire, j'entre à la maison, je mets les pieds sous la table et j'attends le cours suivant. Il faut travailler un petit peu. Malgré tout, bon, un petit peu, hein, je ne veux pas non plus... c'est pas non plus impossible, hein, ce que je veux dire. Les profs sont très disponibles et très bons par rapport à, je ne veux pas critiquer, mais par rapport à ce qu'on peut avoir en France, je les trouve meilleurs, vraiment plus aptes à nous aider, disponibles, etc. Donc c'est vraiment des aides pour ça. Donc comme je l'ai dit, c'est largement faisable avec un peu de bonne volonté, à moins de vraiment le chercher ou quoi. Faut pas vous inquiéter du niveau scolaire qui est demandé là-bas. Et finalement, pour les cours, donc, il y a 6 cours à répartir sur les 2 ans. Donc, la session probatoire qui comprend 4 cours de niveau maîtrise et baccalauréat. Et finalement, du coup, il restera 2 cours à répartir sur les 4 sessions suivantes, de recherche. Donc, un peu comme on le veut selon les cours qui sont proposés, etc. Sachant que je vais le préciser, pardon, mais il y a un truc à savoir. On nous présente le parcours comme étant donc une session probatoire et 4 sessions de maîtrise. Je rappelle qu'une session, c'est 4 mois, donc ce qui fait terminer aux alentours de mai 2018 pour moi, de mai de 2 ans après. Ce qu'il faut savoir, qu'en fait, la maîtrise se termine, ça se termine quand votre projet de maîtrise est terminé et pas avant. Du coup, ce qui fait que si au bout des 4 sessions, vous n'avez pas terminé votre projet de maîtrise, il y a des risques que vous devriez rester une session de plus, 2 sessions de plus pour terminer votre projet. Ça, on ne nous le dit pas, mais c'est quand même important de savoir. Tu peux passer à la suite, s'il te plaît? Merci. Donc voilà pour l'université, j'espère que j'ai un peu tout balayé. Pour vous parler un petit peu de la ville de Québec en complément de ce que vous a dit Jérôme, donc il en est parlé, en comparaison de Montréal, c'est petit, ça fait très village, très campagne, en restant malgré tout une grande ville, ne vous attendez pas à vous retrouver dans le fin fond de la campagne, mais c'est plus petit, c'est plus mignon, enfin ça fait moins ville, c'est dur à expliquer plus que ça, je pense que vous voyez de quoi je parle. Malgré tout, il y a tout ce qu'on veut si vous voulez sortir le soir comme ambiance, il y a des bars, des boîtes ou quoi que ce soit, vous trouverez largement votre bonheur. Donc je me répète, il y a le PEPS juste à côté pour faire du sport tout simplement. Il propose quasiment tous les terrains de tous les sports qui existent et qui, je rappelle encore une fois, est gratuit en étant scolarisé. Et finalement, c'est proche de beaucoup d'autres centres d'activité un peu plus originaux. Donc les stations de ski, il y en a 4 aux alentours, dont une, la plus proche, qui est à 20 minutes. Donc si vous avez une voiture, vous pouvez vous dire, bah, tiens, je
je vais skier 1 heure ou 2 le soir en rentrant du taf. C'est possible. Il y a de nombreuses patinoires libres et gratuites, il y a plein de parcs, etc. C'est des avantages des petites villes, je pense, comme Québec vis-à-vis de Montréal. Bah, les patinoires, il y en a partout, par exemple, pour l'hiver. Et finalement, pour situer, donc, c'est environ à 2h30 de Montréal et de Sherbrooke aussi, du coup. Ce qui fait que si jamais vous voulez aller le week-end à Montréal, c'est possible. C'est pas la sortie que vous devrez organiser un mois en avance ou quoi. C'est vraiment facile d'accès, surtout avec les nombreux covoiturages, etc. Donc, c'est pas non plus tout coupé du monde. Ok, et ben merci Johan pour ta présentation. Donc là maintenant, je vais résumer rapidement les parcours donc, qu'on vous a présentés. Savoir que du coup, il y a donc pour l'université de Sherbrooke, il y a un double diplôme et un semestre d'échange qui sont proposés. À l'université Laval, donc à Québec, un double diplôme. À l'université du Québec à Rimouski, un double diplôme également. L'école polytechnique de Montréal, double diplôme. Et à l'ETS de Montréal, double diplôme et semestre d'échange. Donc, vous avez 3 options en somme. Vous avez le semestre d'échange, le double diplôme qui se divise en maîtrise recherche et maîtrise cours ou parcours coopératif. Il y a plusieurs appellations suivant les spécialités, suivant les universités. Donc, surtout, parcours recherche, donc maîtrise recherche, c'est une majorité sur un projet de recherche. Donc, les 3/4 du temps, vous êtes là-dessus et très peu de cours à côté. Et le parcours cours, c'est une majorité de cours, donc on va dire la moitié, voire un peu plus du temps sur ces cours, et après un projet ou un stage au cours de l'année. Donc voilà pour les parcours qui vous sont proposés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer justement aux questions qui nous avaient déjà été posées par avance. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat. Donc on va peut-être commencer déjà sur les classements parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Donc, concernant les classements, ce qu'on dirait, c'est que en gros, si vous êtes, il ne faudrait pas être trop au-dessus de 500 pour demander un parcours, n'importe lequel. Après, il faut savoir qu'il y a des parcours qui sont plus difficiles à avoir que d'autres. Typiquement, Polytechnique Montréal est plus difficile à avoir, mais on ne va pas se lancer à vous donner des chiffres exacts sur les limites du classement parce que ça change chaque année. Donc, voilà, globalement, on peut vous dire que ce qui est observé sur les dernières années, c'est que au-dessus de 500, ça commence à coincer un peu, mais ouais, c'est possible. Et donc, n'hésitez pas à demander un parcours au Canada, surtout si vous êtes autour de 500, donc allez-y. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres intervenants, s'ils veulent rajouter quelque chose sur les classements, mais je pense qu'après, on est plutôt d'accord là-dessus. Ouais. C'est vrai que nous, à Polytechnique, nous deux, on a eu des bons classements. Du coup, c'est assez dur de donner un avis là-dessus, mais il y en a d'autres à Polytechnique qui ont réussi à rentrer en étant 200e, mais c'est notre année. Ouais, et voilà. Du coup, et puis il y a des parcours comme Laval ou Rimouski qui étaient presque inconnus à notre année. On n'a eu aucune pub qui a été faite dessus. Du coup, c'est peut-être ça aussi qui va changer. Non, mais en gros, j'ai parcouru les différents tweets qui sont publiés par l'UE chaque année pour les parcours 1A. Et donc, du coup, j'ai regardé un peu et globalement, ce que je vous disais, c'est autour de 500. La limite est à peu près autour de 500 pour ça. Voilà. Après, on ne se lance pas, c'est pas une mesure exacte, c'est une tendance qui se dégage sur les dernières années. Donc, si vous voulez parcours, n'hésitez pas à postuler et vous verrez tout simplement. Après, au niveau des sélections, globalement, l'an dernier, c'était plutôt simple. C'était juste une lettre de motivation, je pense, pour Poly aussi. C'est compliqué. Je crois que c'est lettre de motivation, présentation de ce que vous avez compris du cursus, budget et... Ouais. Et c'est tout. Ouais, ça. C'est beaucoup moins compliqué que dans d'autres parcours à l'étranger où ils demandent. Les États-Unis vont demander le GRE, ils vont demander pas mal de diplômes en anglais supplémentaires. Alors que. Là, par contre, vous devez avoir le TOEIC pour avant de partir. Donc voilà, il faut valider votre TOEIC. C'est le seul, entre guillemets,
Ça, c'est la seule chose à valider avant de partir. Ouais, ça, pour les 213, il n'y avait pas besoin d'avoir le TOEIC. Bah, du coup, ça a dû changer. 214, voilà, je viens de dire numéro 214, il n'y avait pas besoin d'avoir le TOEIC. Il faut l'avoir avant la fin de sa maîtrise, mais c'est tout, quoi. Ok. Bah, en tout cas, nous, on nous avait demandé en 214 de l'avoir avant de partir. Ouais. Donc, ça a peut-être changé. Du coup, En fait, je pense qu'ils le demandent pour pas qu'on ait à le passer en rentrant. Parce que ça, c'est facile de le passer, donc je pense que c'est pour ça qu'ils le demandent. Ouais, mais c'est pas une condition. Ils vont pas t'exclure si t'as pas le TOEIC, quoi. C'est ça. Voilà. Sachant qu'en plus, le TOEIC, vous passez après avoir été sélectionné pour les vœux A. Donc, bon. Voilà. C'est mieux de l'avoir avant. Et sinon, au niveau du classement, on a répondu. Je pense qu'il y a des questions au niveau des frais. Donc, déjà, au niveau des frais généraux, donc pour la vie au quotidien, Jérôme disait 1 000 $ par mois. Sur Montréal, je dirais peut-être plutôt 1000, ouais, entre 1000 et 1003, je dirais, par mois. Après, ça dépend beaucoup aussi des activités que vous allez faire. Ouais, C'est vraiment les activités qui vont coûter cher. Si vous sortez tous les week-ends et que vous faites des road trips, là, il faut compter plus. Ouais, les 1 000 $, c'est vraiment pour vivre, quoi. Là, je parle même pas des activités à côté. Si vous voulez faire des choses à côté, nous, ouais, 1 500 $. 1 500 $ si vous faites des trucs, 500 $ d'activité. Ça dépend du logement que vous trouvez. Je pense que, il y a vraiment des grosses différences suivant là où vous voulez être situé. À Montréal, je vois, moi, je paye la moitié de ce que certains payent au niveau logement. Et donc, déjà, moi, je fais pas mal d'économies là-dessus. Ouais. Et franchement, je m'en sors à 1000, moi. Et je fais pas mal de choses. Non, voilà, en gros, entre 1000 et 1500 $ canadiens. Donc, c'est pas en euros, c'est en dollars canadiens. Donc, vous multipliez par 0,70 pour avoir le tarif en euros. Et sachant qu'il y a un truc très intéressant que Jérôme a abordé, ici, dans une culture qui fait qu'il est très facile de trouver des travails étudiants à côté du temps d'études pour arrondir les fins de mois si vous avez du mal. Par exemple, à Laval, je ne sais pas si c'est pareil partout, dans le cadre de l'université, on nous propose de corriger des copies, de surveiller des examens, des choses comme ça, qui sont très bien payés, on va dire. Ouais, c'est une activité dans le cadre de. En fait, si vous voulez, pour venir au Canada, vous devez avoir un permis d'études. Et dans le cadre de ce permis d'études, vous avez le droit de travailler 20 heures par semaine. Donc, vous pouvez travailler sur votre campus. Généralement, il y a des corrections de copies qui sont possibles, il y a des surveillances d'examen. Les 20 heures sont pas c'est hors campus. C'est hors campus, donc en plus, vous allez le travail sur le campus, donc dans le cadre de surveillance d'examen, etc. Et vous pouvez travailler en plus à côté de n'importe quel resto ou quoi que ce soit pour arrondir vos fins de mois. Donc il y a plusieurs possibilités. Après, je pense qu'il va y avoir aussi, il y a des questions aussi par rapport aux bourses. Ça, je prends pas, si tu veux. Ouais, vas-y Félix. Du coup, moi, je suis boursier en France, à l'école 0 bis. Du coup, et j'ai quand même vachement de bourses. Alors, j'ai les bourses de la SOS. Donc, ça, c'est 3 000 €, je crois. J'ai les bourses parce que je suis boursier échelon 0 bis, donc c'est 1 000 € par an. Et j'ai les bourses, donc ça, c'est aide de mobilité internationale. Donc, c'est donné par les arts et métiers. Enfin, c'est l'État qui les donne aux arts et métiers et les arts et métiers nous le donnent. Donc, ça, c'est 3 600 €, 3 600 €. Donc, au final, je suis pas loin de 8 000 € donc pour les 2 ans. Et ça aide quand même beaucoup. Donc, pour les boursiers, il y a vraiment, si vous grattez un peu, il y a vraiment beaucoup d'argent au niveau des bourses. Et pour les non-boursiers, du coup, il y a toujours la bourse de la SOS, en fait, qui est la bourse. Fouque-Douché. Donc, vous allez recevoir un mail de toute façon en deuxième année pour ces bourses de départ à l'étranger. Donc, c'est 3 000 € qui sont évalués sur différents critères. Donc, il y a un critère social, mais c'est un des 5 critères qui sont évalués. Donc, vous pouvez largement, personnellement, je l'ai eu l'an dernier, n'étant pas boursier. Donc, il y a votre participation dans la promo, il y a votre projet professionnel, il y a une lettre de motive à envoyer, il y a votre budget que vous évaluez, etc. Donc, vous pouvez vraiment postuler à cette bourse aussi, qui vous aidera bien, parce que 3 000 €, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur les bourses. Non, voilà, c'est ça. Donc, on parle des dépenses, c'est 1 500 $ par mois. Mais derrière, oui, vous pouvez avoir des bourses et vous pouvez aussi travailler très facilement.
faut savoir qu'ici, en fait, au Québec, donc les études supérieures, elles sont payantes, mais vu qu'il y a peu de cours, la plupart des étudiants en fait travaillent à côté. Donc c'est très facile de trouver un job étudiant et voilà, et puis c'est payé, quoi. Et si, en fait, si vous avez vraiment, enfin, si vous voulez travailler en dehors, enfin, faire un travail à temps partiel, on a des modèles de CV canadiens, donc faut pas hésiter à nous demander. Parce que non, enfin là, moi, j'ai passé la semaine dernière à passer dans les magasins pour postuler. Donc. Ok. Et du coup, pour répondre à Jordan directement, donc tout ce dont on parle là, les semestres et les doubles diplômes, c'est en 3e année du coup. Donc après la 2e année aux arts. Eric, je vais revenir sur ta question juste après. Je vais juste finir sur les financements concernant les bourses qu'on peut avoir ici, les financements des projets de recherche notamment. Il faut savoir que ça n'a rien d'obligatoire. On peut avoir la chance d'avoir une bourse dans le cadre de son projet de recherche qui peuvent subvenir largement à tes besoins, mais en aucun cas, c'est quelque chose d'obligatoire. Donc, il ne faut pas partir au Canada en se disant oui, je vais avoir une bourse de 15 000 $ par an et du coup, je ne vais rien avoir à dépenser quasiment. Donc, ça, c'est vraiment pas sûr. Il y a beaucoup d'étudiants qui en ont, mais typiquement, je parlais de mon colocataire tout à l'heure qui participe à un projet dans un club. Lui, il n'a pas de bourse du tout. Donc voilà, ça n'a rien d'obligatoire. On est beaucoup à en avoir, mais ça n'a rien d'obligatoire encore une fois. Donc, il ne faut pas non plus compter là-dessus à 100%. Surtout qu'en fait, nous, quand on arrive, je ne sais pas dans les autres écoles, mais quand on arrive, nous, on n'a pas de directeur de recherche, enfin de directeur de maîtrise. Donc, quand vous êtes en recherche, pas de directeur de recherche. Et donc, en fait, généralement, les projets payés en fait, ont déjà été attribués aux élèves. Il y a déjà eu la répartition et en fait, vu qu'ils sont payés, ils sont pas mal demandés et en plus, c'est des projets intéressants. Donc, voilà. Faut pas partir au Canada en disant de toute façon, je vais être payé. Moi, j'en connais. Enfin, aux arts, en vrai, j'en connais pas beaucoup qui vont être payés. Hein. Je sais pas vous, mais après, ça dépend, je pense, des parcours, des projets. Surtout, en fait, il y a beaucoup en parcours recherche qui ont des rémunérations. Mais voilà, encore une fois, ça dépend beaucoup, donc il ne faut pas compter là-dessus quand vous partez. Et là, pour certains aussi, ils savent toujours pas en fait s'ils vont être payés. Ils ont leur projet et on leur a dit vous allez éventuellement être payés, mais ils savent toujours pas s'ils vont vraiment être payés. Voilà, je vais passer sur un autre sujet concernant l'anglais parce que du coup, il y a quelques questions là-dessus. Donc, on avait une question sur quelles sont les universités les plus anglophones. Donc, il faut savoir que toutes les universités qu'on a présentées sont francophones. Par exemple, à Montréal, il y a 2 universités, Concordia et McGill, qui sont anglophones. Donc, si en fait vous voulez vraiment faire l'anglais, déjà, ce n'est pas proposé dans le parcours des arts, mais il y a des universités qui sont typiquement anglophones, donc là où les cours sont en anglais, assurément, etc. En ce qui me concerne à l'ETS, il y a peut-être quelques cours en anglais, mais alors là, c'est vraiment ridicule au niveau du nombre. Les occasions de parler en anglais seront plutôt avec les étudiants étrangers qui vont travailler avec vous en projet de recherche, par exemple, dans votre laboratoire, parce que du coup, il y a très peu de cours, donc ils peuvent venir là sans parler forcément français. Est-ce qu'il est possible de faire un cursus en anglais? Du coup, non, pas de cours vraiment en anglais. Après, vous avez la possibilité, moi je sais à l'ETS, je pense que c'est pareil à Polytechnique, Sherbrooke et Rimouski et Laval peut-être aussi, de prendre des cours dans les universités partenaires, c'est-à-dire finalement à l'ETS, je peux prendre des cours à Polytechnique, à McGill, à Concordia, donc dans les universités anglophones. Donc il y a des occasions comme ça de parler anglais, à la fois dans les projets de recherche, à la fois en allant prendre un cours dans une université anglophone, mais ce n'est pas un cursus 100% anglais. Après, tu peux pas faire un cursus tout en anglais, mais tu peux avoir un cursus anglais-français, quoi. Donc tu vas avoir des cours en français. Moi, j'ai eu des cours en anglais, mais où au test, je pouvais répondre en français. Et puis, ça dépend aussi beaucoup de si tu fais de la recherche. Ton équipe de recherche, souvent, elle est bilingue ou anglophone. Et donc là, tu vas switcher entre le français et l'anglais. Mais ça ne va pas être une intégration pure et dure comme si tu vas en Angleterre ou si tu vas aux États-Unis, quoi. Baptiste, il y avait une question assez importante sur le SFE à la fin du parcours.
Oui, donc n'est-il pas dommage d'avoir seulement 10 semaines de stage en fin d'études? Est-ce que c'est de ça? Non. Moi, c'était plutôt la question, est-ce qu'il faut valider le SFE à la fin du parcours? Sur les parcours courts, Bah, ça parcours dépend. recherche. Ça dépend vraiment les parcours et les universités. Alors en fait, sur le parcours court, vous allez avoir, c'est combien? C'est 24? Bah, moi, en fait, alors ça, il faut faire vraiment attention. Surtout ceux qui sont à Aix-en-Provence, parce qu'en fait, l'administration, ils ne sont pas trop bien au courant. Et en fait, ils vont vous faire les 10 semaines de stage. Moi, j'en ai fait 8. J'ai dit, bah non, moi, je pars en cours, donc je fais que 8. Sauf que ils vont les compter dans les semaines de SFE, parce que du coup, ils sont un peu bêtes. Et donc, soit la solution, c'est de rendre un rapport, mais de prévenir et d'insister sur le fait que ce stage est considéré comme un stage facultatif et pas cocher le truc stage obligatoire. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu obtenir mes 24 semaines de stage en fin de maîtrise. Soit il faut tout simplement pas rendre de rapport et dire bah non, moi je suis en cursus court, ça y est, c'est validé, voilà, j'ai mon directeur de maîtrise, j'ai mon projet et il n'y a aucune raison que ça parte. Donc ça, c'est pour le parcours court qui requiert, qui est à Poly, et je pense que pour tous les parcours courts, donc type maîtrise court, il faut 24 semaines de stage. Mais pas à l'UQAR, je crois. Ça se passe comment à l'UQAR? l'UQAR, Jérôme, est-ce que tu peux nous répondre sur les… on n'a pas ton micro, en fait. Micro. On t'entend pas. On t'entend pas, Jérôme? Ouais, désolé. Ouais. J'ai oublié, je l'ai remis. Vous faites les stages pour l'UQAR, du coup, vous faites les stages pour l'ENSAM en même temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, d'accord. Pour ce qui concerne les stages à l'UQAR compte pour les arts, du coup, et concernant le parcours recherche, du coup, vu qu'on fait un gros projet de recherche qui dure quand même assez longtemps, on doit 10 semaines de stage. En fait, le SFE se transforme en 10 semaines de stage que vous pouvez faire avant de partir ou après. Donc, c'est deux possibilités, sachant que auparavant, il faut réussir à le caser entre la fin des cours, donc il ne faut pas avoir de rattrapage, et le départ au Canada, donc c'est assez short. Et du coup, pour le faire après, donc ça vous fait un stage de fin d'études qui fait que 10 semaines. Donc ça, c'est vrai que c'est un point un peu noir, parce qu'au niveau expérience professionnelle, vous aurez certes l'expérience que vous aurez acquise en faisant le projet de recherche, mais ça ne sera pas du 100% dans une entreprise tout le temps. Donc ça, c'est vrai que c'est un point un peu négatif. On en discute actuellement avec l'école. Donc, pour l'instant, actuellement, c'est 10 semaines de stage avant ou après pour parcours recherche, avant ou après le cursus. Mais voilà, c'est vrai que c'est un point qui est un peu négatif, mais on en parle actuellement avec l'école. On verra si ça évolue dans les années à venir ou pas. Mais pour l'instant, c'est 10 semaines. Après, au niveau de l'expérience, quand vous êtes en parcours recherche, donc vous faites de la recherche pendant 1 an et demi, voire même 2 ans des fois. Et comme on vous a dit, la recherche, elle peut être très appliquée. Et ça ressemble beaucoup plus à en fait, un stage de R&D dans une entreprise. Parce que, par exemple, moi, je vais faire de la recherche pour une entreprise. Alors, certes, je ne serai pas dans cette entreprise, mais je vais bosser avec un cahier des charges d'une entreprise. Je vais bosser avec donc un patron qui a une entreprise derrière. Donc, ça ressemble plus à un stage de R&D qu'à de la recherche pure et dure, quoi. Ouais. Donc, on peut aussi faire valoir ça. Et il y a aussi un petit truc à rajouter, c'est qu'en fait, à Poly, la mention maîtrise cours avec stage est toute nouvelle, en fait. Je crois que ça a commencé il y a entre 3 et 5 ans. Et en fait, du coup, il faut bien faire attention si votre but, c'est de faire un stage à Poly. Donc, il faut faire attention sur le directeur de maîtrise que vous choisissez parce que, en fait, certains n'ont pas encore trop compris le sens de stage. Et donc, en fait, c'est un projet d'initiation à la recherche à faire en même temps que son stage. Donc, en gros, c'est un peu, tu vas bosser, tu vas aller à ton stage et en rentrant chez toi, il va falloir que tu continues et que tu fasses le projet pour Poly en même temps. Donc, ça, bon, après, moi, je vais trouver un prof si j'avais envie qui avait compris le système de stage et qui m'a dit, t'inquiète pas, ce que tu connais, c'est ce que je vais te faire faire.
Mais il y a certains professeurs qui sont pas encore tout à fait dans le stage, qui préfèrent les projets, donc ils cassent des projets dans le stage. Ensuite, je vais partir sur les différentes colorations que peuvent avoir le cursus. Donc, il y en a Arox qui m'avait posé la question de savoir s'il y avait des parcours dans les énergies renouvelables. Faco aussi qui m'avait posé la question des parcours liés au nucléaire et à l'énergie propre. Et du coup, concernant ces spécialités, donc qui ne sont pas forcément évoquées comme ça dans les cursus, donc génie méca, industriel, etc. Il faut savoir que en fait, la coloration de votre parcours, elle est faite par le projet que vous allez choisir. Si vous faites un parcours recherche, par exemple, donc vous pouvez très bien faire un parcours recherche mécanique dans les énergies renouvelables. Ça, il n'y a pas de souci, ou génie industriel sur un projet d'énergie renouvelable. Donc en fait, si vous voulez, il y a des nominations très génériques, mécanique, industriel ou génie civil, et après, vous pouvez vous spécialiser avec votre projet. Si vous faites, donc moi je fais du contrôle non destructif à la base, ça fait partie du génie mécanique, mais c'est très spécifique. Et pour répondre à la question de Lucas, je vais laisser Félix répondre concernant le biomédical. Ok, alors juste avant le biomédical, je vais vous donner un exemple donc d'un gaz, ça doit être BO212, je crois. Lui, il venait à Poly pour faire de la recherche en énergie renouvelable. Il n'a pas trouvé exactement ce qui lui convenait, mais du coup, il est allé voir un directeur de recherche en matériaux composites. Et il lui a dit, bah voilà, moi j'aimerais faire des matériaux composites, mais j'aimerais que ça soit des matériaux biosourcés. Alors le directeur de recherche, il n'était pas du tout au point là-dessus, mais il lui a dit, ok, c'est un truc qui va avoir de l'avenir, tout ça, on va se lancer là-dedans. Et du coup, il a monté son projet de recherche en partenariat avec son directeur de recherche et dans un domaine qui lui tenait à cœur. Donc, si vous arrivez, vous avez un projet assez ficelé et que vous pouvez présenter ça à un directeur de recherche, ils sont souvent ouverts et ça les intéresse d'avoir des étudiants qui ont vraiment un projet personnel très construit et ils sont prêts à se lancer comme ça un peu dans votre projet pour faire ce que vous voulez. Pour le biomédical, alors le biomédical à Poly, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, c'est un peu ce que voient les gens en prépa BCPST, quoi. C'est-à-dire que tu as beaucoup sur le corps humain et beaucoup. Je pense que la question, c'est plus est-ce que tu peux faire un projet en biomédical Ah, ok. Ouais, alors moi, je fais un projet en biomédical, mais alors que je suis en génie mécanique. Ce qui est juste que, en fait, le génie mécanique est beaucoup reconnu pour son adaptabilité. Donc, c'est-à-dire que là, moi, je vais faire un projet sur le corps humain. Donc, je vais avoir plein de choses à apprendre sur le corps humain, un peu comment tout marche là-dedans. Mais avec les bases en fait, c'est les bases de mécanique qui sont beaucoup plus dures à apprendre tout seul que les bases de biomédical. Du coup, en fait, si vous voulez faire du biomédical, mais que vous avez des bases en mécanique, il n'y aura pas de problème pour le faire, parce que c'est assez reconnu. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Ouais. Bah, typiquement, même à l'ETS, là, dans le labo où je suis, on fait du contrôle non destructif et la moitié des étudiants font travailler à l'hôpital. Donc, en fait, leur entreprise, plutôt que d'avoir un industriel en partenariat, ils sont en partenariat avec l'hôpital. Parce qu'il faut savoir que le contrôle non destructif donc, est partie du médical avec tout ce qui est échographie, etc. Donc, il y a énormément de possibilités dans le médical, si tu le souhaites. Ouais, et un dernier truc, à Montréal, tout ce qui est médical, c'est extrêmement développé. Il y a beaucoup d'argent et beaucoup de choses qui sont faites en partenariat avec les universités et les hôpitaux. Donc, si ça vous intéresse de faire du biomédical, Montréal, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, tout ce qui est chimiothérapie pour soigner le cancer, ça a été inventé et développé à Montréal, au Canada. Donc, ils sont vraiment à la pointe de la technologie là-dessus. On va terminer sur les questions. J'avais d'autres questions. Est-il possible donc oui, en fait, c'est possible de faire une recherche sur les prothèses mécaniques. Il faut juste trouver un directeur qui est motivé et qui serait capable de t'accompagner. Voilà où je voulais en arriver, c'est-à-dire comment trouver son projet de maîtrise si on fait une maîtrise recherche. Eh bien, en fait, la première étape, c'est déjà quand vous allez être sélectionné en deuxième année,
entre la fin de votre deuxième année et le début de votre cursus ici, vous pouvez déjà prendre contact avec les professeurs de votre école, aller voir ce qu'ils font, leur spécialité, les publications qu'ils ont fait au niveau de la recherche, et prendre contact avec eux une fois que vous êtes un peu renseigné sur leur domaine et sur leur laboratoire, savoir s'ils ont des projets pour vous. Donc, c'est vraiment votre démarche d'aller vers les profs et de leur demander s'ils ont des projets pour vous. Plus vous serez motivé et plus vous serez renseigné sur leur labo, plus ils seront à même de vous proposer quelque chose d'intéressant. Donc, c'est vraiment une démarche qu'il faut faire vous-même avant d'arriver ici ou alors en étant directement ici, puisque vous avez à l'occasion de la première session, en fait, du premier semestre ici, où vous pouvez le passer à chercher votre projet et le commencer uniquement à la deuxième semestre ou deuxième session. Quelques autres questions. Canada versus US. Clairement, déjà, vous n'allez pas vous y retrouver au niveau frais de scolarité aux US. Et après, les universités sont très difficiles à avoir aux États-Unis. Donc, je ne sais pas ce qu'on pourrait répondre là-dessus. Moi, je sais que de toute façon, au niveau de frais de scolarité, c'est énorme. Au niveau de la santé, vous n'avez pas ce qu'on a ici, donc ça va être, vous allez douiller aussi. Et pour avoir une bonne université, c'est assez compliqué. Même si vous voulez après poursuivre sur un doctorat ou quoi que ce soit, ça va être très très compliqué aux États-Unis, beaucoup plus compliqué qu'ici. Voilà, puis ça dépend aussi du domaine de recherche. Enfin, si vous voulez faire de la recherche, quel domaine de recherche vous visez. Mais il y a des domaines de recherche où à Montréal, chaque fois je vais parler de Montréal parce que c'est ce que je connais le mieux, mais Montréal est extrêmement reconnu dans beaucoup de domaines. Et le médical, c'est un des domaines où si tu bosses là-dedans à Montréal, ça sera beaucoup plus intéressant que si tu bosses là-dedans, je sais pas. Peut-être que MIT, ils ont des trucs intéressants là-dedans, mais Montréal tient la route aussi sur ce point-là. On va finir avec quelques questions parce qu'on commence à être long. Je vais juste finir sur les cours au Canada. C'est globalement la même forme qu'en France. Ça ne change pas énormément. Il y a des amphis, il y a des TD. Globalement, c'est la même chose. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais comme Jérôme l'a précisé, c'est quand même, le niveau est quand même un peu plus light. Ouais. Vous n'allez pas avoir de problème pour suivre les cours. Oui, voilà, c'est pas non plus, c'est pas infaisable. Vous n'allez pas être là complètement. Il faut vous dire que vous avez un niveau qui tient largement la route ici. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Sachant qu'en plus, le taux horaire de cours par semaine est beaucoup plus léger qu'aux arts. Ouais, en fait, je sais pas dans les autres universités, mais moi, j'ai remarqué qu'ils nous prenaient vraiment au sérieux et ils considéraient que, déjà, on était jeunes pour être en maîtrise. Si on avait été accepté ici, c'est que on est bon. Donc, franchement, on est vraiment bien respectés. Ils nous prennent. Moi, j'étais là. Oh, ok. Ouais, et puis les GADS, ça fait un petit moment qu'il y a des GADS qui passent par ces écoles-là. Du coup, les directeurs de recherche commencent à connaître le profil GADS et pour la plupart, ils adoptent assez facilement. Alors, pourquoi la question c'est pourquoi nous conseilleriez-vous de suivre un cursus au Canada? Alors là, on ne peut pas vous montrer l'extérieur, mais je sais pas, là, il doit y avoir 60 cm de neige. À 100 mètres, là, il y a une patinoire. On fait du hockey. On fait du hockey. Il est tombé 1,20 m de neige juste hier soir dans les Chic-Chocs, pour vous donner une idée. Pour ceux qui aiment skier, je pense que… Voilà, en fait, si vous voulez, il y a énormément de loisirs, niveau loisirs, sorties, etc. Il y en a énormément. Et au niveau un peu plus sérieux, au niveau scolaire, voilà, vous avez vu les parcours, les projets, etc. Vous avez vraiment moyen de vous éclater et de faire quelque chose qui vous plaît. En plus, et sirop d'érable aussi, bien sûr. Il y en a partout. Donc, en gros, c'est un cadre très agréable, l'occasion de faire un projet qui vous plaît, de compléter donc votre formation par faire un projet où vous appliquez tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Aussi l'occasion de bosser au Canada plus tard si vous voulez, parce qu'avoir un diplôme canadien pour bosser au Canada, c'est très important.
Voilà, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ah, et puis aussi, Juste le dépaysement, en fait. Juste le dépaysement d'être sur un nouveau continent, avec les Québécois, la mentalité québécoise, ce qui est génial, je trouve. Donc, Ouais, Ouais, c'est le travail aussi des Québécois, qui est particulière, qui est différente de celle en France. Le mode de travail est super intéressant. Ils font des semaines peu complètes, mais moins de vacances. Les semaines sont tranquilles. C'est vraiment très agréable à vivre. Vraiment pour vivre, c'est vraiment l'idéal. ouais. Ok. Et après, si vous avez peur de tout ce qui est démarches administratives, croyez-moi, c'est mieux que la France. Ouais. Beaucoup. Et on est là pour vous aider de toute manière. Oui, voilà. En plus, vous avez un très bon accueil. Enfin, personnellement, j'ai eu un très bon accueil de la part des Québécois, même s'il y a des démarches administratives qui peuvent être un peu chiantes au niveau de l'accueil, c'est très très bien fait. Et C'est rapide, hein. Et c'est rapide. Vraiment En plus, vous avez. Bon, toujours ça dépend pour qui. Mais non, mais globalement, c'est plutôt bien fait. Donc, ouais, pour résumer, si vous cherchez à avoir un parcours scolaire de haut niveau, ben, c'est possible de le faire au Canada. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus light au niveau scolaire, mais de faire beaucoup de sorties, d'avoir un espace naturel géant et avec plein de possibilités, ben, vous pouvez le faire au Canada. Enfin, il y a énormément de possibilités et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez ici au Canada. Donc, venez avec nous. Donc, pour répondre à la question de Clément Sulpice, voilà. Et tu verras. Et sinon, je pense qu'on va clôturer les questions si vous n'avez pas de nouvelles. Voilà. Donc, concernant si vous avez après, si vous pensez à d'autres choses, etc., il y a il y a deux adresses qu'il faut retenir. Au niveau des étudiants, donc parcours.canada@gas.org, et au niveau de l'école, parcours.canada@ensam.eu. Donc, c'est assez simple à retenir. Sachant que cette conférence, du coup, elle va être disponible ensuite en ligne. Voilà, bah, tu t'envoies un message à parcours.canada@gas.org et puis je te redirigerai vers les personnes qui vont bien, qui pourront répondre à tes questions. Si vous voulez contacter l'école, donc c'est la même chose, mais à @ensam.eu. Et cette conférence, donc du coup, sera disponible en replay. Je vais sûrement faire un petit montage avec les différentes parties, parce que là, on est quand même à 1h40, donc ça va être un peu long à regarder comme ça. Donc, cette conférence sera disponible, je pense, dans le week-end en replay avec les différentes parties. Et du coup, bah, voilà. Est-ce qu'on a une question? Les universités à l'ES, Ouais, à l'ETS, non, parce qu'en fait, c'est une question. Oui, il y a des résidences universitaires. Pour répondre à l'ETS, par exemple, il y en a. Après, ce n'est pas forcément ce qu'on vous conseille le plus parce que les appartements ne sont pas chers. Donc, pareil pour Laval. Laval, il y en a, mais que pour 6 mois. Et je crois que c'est douche à part, cuisine en commun, des trucs comme ça. Donc, c'est pas forcément ce que vous préférez. Et à Poly, on en a pas, enfin, on en a une, mais il n'y a pas vraiment de demande. Et souvent, En fait, c'est surtout que personne n'y va, quoi, parce que par rapport à ce que tu peux avoir dans la ville, bah, c'est Voilà, le logement est pas cher en fait en ville. une C'est ça qu'il faut résidence savoir. universitaire, contrairement en France où c'est vachement moins cher. Voilà. Donc, mais bon, on vous expliquera ça dans des tweets. Du coup, pour répondre à Charles, tu t'envoies un mail à parcours.canada@gas.org et puis je vais t'envoyer les tweets de l'UE si vous les avez pas reçus. Donc, je t'enverrai ça. Toutes les questions, vous pouvez les envoyer à cette adresse mail. Et puis, normalement, je réponds assez vite. Voilà. Du coup, bah, je vais remercier Antoine Tomo, Jonathan Parcès, C'est à toi. qui a dû partir, et Jérôme pour avoir été là, Marie et Félix également. Donc, on est. Merci à toi Baptiste d'avoir organisé ça. Merci à toi Baptiste, pour l'organisation. Ouest et Est. Et on espère que ça vous a plu. Et puis, On voilà. rappelle dans 2 ans. Ouais, on espère vous retrouver, bien sûr, 216 et 215, s'il y a des 215 qui nous regardent. Voilà, n'hésitez pas à en parler. Donc, ça sera disponible dans le week-end en version découpée et un peu plus regardable. Et voilà, donc merci à tous. Voilà. Et on va conclure. Et bonne soirée donc, à nuit. tous. Bonne nuit à tous. Bye. Et puis nous, bah, bon C'est après-midi. pas OK. Ouais. Allez, on va faire un peu de. Allez, au revoir.